Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler MotoGP, pour faire le débrief du dernier Grand Prix, le Grand Prix du Portugal, du côté de Portimao, sur ce circuit magnifique, le circuit qui se trouve dans l'Algarve, le circuit de Portimao. On a eu encore une course fantastique, avec des conditions climatiques extrêmement changeantes, des séances on a eu un vendredi sous la pluie, un samedi où on a eu une piste le matin humide, l'après-midi séchante, et puis une course plutôt sur le sec mais avec des conditions qui étaient encore très fraîches du côté de l'Algarve, et on a eu une course, un week-end très intéressant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Quand vous vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà très bien, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, que ce soit en moto, F1, F2, F3, et également du côté du cyclisme et d'autres disciplines dans ce programme extrêmement chargé. Puis n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la course, si vous avez aimé, pas aimé, ce que vous avez pensé des Français. Comme je l'ai dit, du côté du Portugal, un week-end très sapin avec des conditions difficiles, des conditions qui étaient changeantes. La hiérarchie a beaucoup changé, a beaucoup été modifiée pendant ce week-end, avec parfois, par exemple, Rins qui part 20e en course et qui finit 4. Enfin, il y a eu des changements comme ça très impressionnants entre la qualif, la course. Et puis, ce circuit de Portimao, moi je le trouve toujours aussi fantastique pour la moto. Alors autant j'avais... Le Grand Prix de Formule 1 avait été pas mal avec le premier tour de Raikkonen, mais j'avais pas trouvé la course hyper divertissante. Autant je trouve que cette piste en moto, elle marche très bien. On a quand même des Grands Prix qui sont intéressants. Et puis surtout, les variations, les mouvements de terrain, les virages, ça marche mieux, je trouve, en moto qu'en F1. Et je trouve que c'est un circuit vraiment qui est très intéressant pour la moto. Il y a des circuits où c'est l'inverse, hein. Magny-Cours par exemple, en moto c'est pas top, en F1 c'est très bien. Enfin en voiture c'est beaucoup mieux. Magny-Cours en moto c'est pas très intéressant parce que les pif-paf vous pouvez pas les prendre rapidement. Il y a des pistes, moi je me souviens Imola en moto, c'est pas dingue. Par contre en Formule 1 c'est intéressant, donc voilà, il y a des pistes comme ça qui sont où parfois vous avez des surprises. Doublé français en plus, donc ce qui ne gâche absolument pas le plaisir, avec un Fabio qui était au-dessus du lot sur ce week-end de course, et toujours une hiérarchie aussi illisible, car le vainqueur du dernier Grand Prix a encore fini en dehors du top 10, donc on a vraiment du mal à savoir quelle est la hiérarchie entre les motos et entre les pilotes. C'est vraiment très compliqué pour le moment pour déterminer cette hiérarchie, pour savoir qui est vraiment dans le haut du tableau, qui est un petit peu derrière. Ce qui fait que, par exemple, pour entrer directement en Q2, c'est toujours très serré. Même pour entrer en Q2, c'est toujours très serré. Le seul point noir de ce week-end, je dirais, ça a été la sécurité sur le circuit de Portimao. Alors, on a déjà eu les problèmes du gravier. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le crash vendredi. C'était de Banaya. Il a un accident, hein, une erreur par lui-même. Et puis, juste au moment de son crash, on le voit prendre des graviers. Alors, on se dit au départ, il cherche une pièce, il cherche un élément mécanique de sa moto, et puis on s'aperçoit en fait assez vite que il a ramené des graviers à son équipe, qui a ensuite, à son directeur d'équipe, qui a ensuite ramené les graviers à la sécurité, et on en a parlé du côté de la commission des pilotes. En fait, tout simplement, les graviers, ce sont d'énormes cailloux, ça a été montré par Louis Rossi, je crois, qui était sur place, qui les a montrés avant qui a montré voilà, la taille des graviers qui était énorme. C'est des cailloux, hein, vraiment, c'est des cailloux de cette taille-là, donc autant vous dire que c'est dangereux pour les pilotes. C'est dangereux même, on parlait en moto, mais également en voiture, parce qu'un caillou comme ça, dans le fond plat de la voiture, qui est éjecté à 200 km/h et qui arrive dans la visière ou dans le halo d'une autre voiture, ou sur le pare-brise d'une autre voiture, bah, ça a des conséquences.
Il s'avère, et puis en plus, ça ralentit pas trop les motos parce que ça fait rebondir la moto. Si le gravier est un petit peu, ressemble un peu plus à du sable, je dirais que la moto a tendance à s'enfoncer. Il faut pas non plus que ça soit du sable parce que sinon, ça va vous faire des arrêts buffets qui peuvent être très violents. Les pilotes vont pas glisser, ils vont s'enfoncer. Donc ça peut faire des arrêts buffets très violents. C'est-à-dire si vous passez de 200 km/h à 0 en 1/10 de seconde, c'est pas top non plus. Donc il y a un vrai intérêt à avoir des graviers d'une certaine taille. Mais là même sur d'autres pistes, j'avais jamais fait gaffe que les graviers étaient aussi gros que ça, ce qui est un problème. C'était déjà un problème l'année dernière, donc les équipes s'en étaient plaints, les pilotes s'en étaient plaints, mais rien n'a été modifié. Ça serait bien de le modifier. Après, il semblerait qu'au Portugal, alors je voyais ça dans les commentaires de la vidéo de Canal+ qui en parlait sur YouTube. Certains disaient des spécialistes du gravier. Alors, je ne savais pas que c'était des spécialistes du gravier qui disaient. Le problème, c'est que les petits graviers sont réservés au BTP, à la fabrication du béton au Portugal, qui est un pays donc, qui fabrique énormément de béton. Et c'est réservé à cette production, et donc ce n'est pas utilisable. Donc il faut qu'ils fassent venir presque des graviers d'un autre pays, ce qui coûte encore plus cher pour faire venir des tonnes et des tonnes de gravier, parce que je rappelle que c'est pas une couche de 2 cm de gravier, hein, c'est plusieurs centimètres, plusieurs mètres, peut-être, je sais pas, mais il doit y avoir au moins 1 mètre peut-être de gravier en profondeur, donc il faut que ça soit bien fait, mais la sécurité avant tout, et puis bien entendu du côté de la course de Moto 2, l'énorme crash, parce que on a attendu trop longtemps avant de sortir le drapeau rouge. On savait que la pluie allait être forte et qu'elle allait arriver. Et bien entendu, des pilotes de moto, en plus de Moto 2, qui sont parfois un peu moins expérimentés, mais surtout qui arrivent avec des motos qui sont très puissantes sur la pluie. Et ben avec des pneus slick, ça pardonne pas. Ça a fait un énorme crash. Ça a totalement modifié la course parce que beaucoup de pilotes n'ont pas pu repartir. Parce que je rappelle que c'est une catégorie où on n'a qu'une seule moto. Donc quand les motos étaient défoncées, c'était pas possible de repartir, et qu'en plus avec le règlement, certains n'ont pas pu repartir aussi, donc ça a été un vrai problème. Mais là, c'est plus un souci du côté de la direction de course qui n'a peut-être pas fait correctement son travail. La note du Grand Prix, j'ai mis 17 sur 20, pourquoi 17 sur 20 pour la note de ce week-end? Parce que, comme d'habitude, je le dis, je le prends tout le week-end. Alors, bien entendu, on a une bonne note parce que la hiérarchie, depuis le début de saison, elle est très changeante. On a donc eu quand même des bagarres en piste. Il y a eu également des gros rebondissements, je pense à la session de Q1. On a eu des chutes et des gros rebondissements pendant cette session de qualification avec des pilotes qui ont fait des erreurs. Avec également des conditions qui ont été très changeantes pendant tout le week-end. Donc moi j'ai bien aimé tout ce week-end, la course a été sympa. Moi j'ai pris du plaisir à regarder ces 25 tours du côté du Portugal. Donc vraiment course sympathique du côté de Portimao, puis j'aime bien le circuit, voilà. Donc 17 sur 20 pour ce week-end de course. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, on commence par le vainqueur de ce week-end, nouveau co-leader au championnat du monde de pilote, Fabio Quartararo. Eh bien, c'est un grand week-end de Fabio. Ça a commencé difficilement. Alors, c'était pas non plus catastrophique vendredi, mais bon, il avait un petit peu de mal avec la machine. Et puis, samedi, moi j'ai regardé la qualif. Alors, vendredi, j'ai pu regarder les séances d'essai. J'ai pas pu regarder la séance d'essai samedi parce que j'enregistrais à ce moment-là. Enfin, j'ai pas pu regarder la FP4, mais je regarde assez rarement la FP4. Parce que j'étais en train d'enregistrer la vidéo de Liège-Bastogne-Liège, je crois, au même moment. Et puis même la session de L3, j'étais en train de faire autre chose au même moment. Donc le samedi, j'ai regardé que la qualification. Mais déjà, quand j'avais entendu une interview en fin de qualification, de fin de journée du samedi de Fabio, qui disait « Ah bah, quand la moto marche, ça va, on arrive à être performant », je me disais « Ah, ça c'est un discours intéressant ». Et puis il y a le warm-up dimanche matin, où tu sens qu'il a trouvé un truc. Tu sens qu'il a un rythme qui est au-dessus, et tu te dis, s'il ne se rate pas au départ, parce qu'on sait très bien que la Yamaha n'a pas de vitesse de pointe, donc pour dépasser ça sera compliqué, ça peut le faire. Et puis il prend un bon départ, il est agressif sur son premier tour, hein, il y a un petit coup de carénage vers Johan Zarco, voilà, il y va, hein. Et puis ensuite, très vite, il prend de l'avance, quoi, hein. Il fait un écart sur ses adversaires, et puis Miller et Mir tombent, mais il prend tout de suite de l'avance sur Mir. Et puis face à Johan Zarco, il y avait un différentiel de rythme.
Pourtant, c'était pas plus rassurant parce qu'il fait que 5e en qualification. Donc 5e en qualification pour Fabio, c'est presque une contre-performance quand on connaît son talent dans ce niveau-là. Mais il a vraiment trouvé un truc, je pense, dès samedi. Et puis le dimanche, ça roulait vite. Ça roulait vite avec sa machine. Donc vraiment, très bon week-end de la part de Fabio. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés sur la Yamaha, il reste encore beaucoup de boulot. Au niveau moteur, ils sont en dessous. Au niveau du châssis, il y a encore du boulot. Mais on voit que quand la moto lui donne un minimum de confiance, bah, il est capable de faire des grands résultats. Donc voilà, bravo Fabio. Et il n'est pas champion du monde pour rien non plus, hein. Il a montré là sur ce week-end de course que c'est un week-end de champion du monde. La manière dont il a dominé le Grand Prix, la manière dont il est resté calme, même quand tout n'allait peut-être pas forcément dans son sens. Pour moi, c'est un week-end de champion du monde. Pour ce 5e week-end de la saison, et puis en tête du championnat du monde également, Fabio. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis il a dominé son équipier également. Deuxième Français au top, Johan Zarco. Poleman, deuxième de la course. Une mise en route pas encore évidente. Alors le départ est plutôt réussi. Il se fait un peu manger sur les 3-4 premiers virages, où il perd des positions. Mais l'avantage, c'est comme il est parti en pôle, même quand il a perdu 3-4 positions plutôt, bah, il se retrouve 5e, 6e de la course, donc c'est pas non plus trop compliqué. Et puis très vite, il arrive à faire des dépassements, notamment sur Alex Marquez, notamment sur Jack Miller, et il prend assez vite son rythme de croisière, plus vite que sur les dernières courses. Et puis ensuite, une fois que Johan Zarco a son rythme de croisière, c'est quand même un pilote qui fait pas énormément d'erreurs en course, une fois qu'il a son rythme de croisière. Et là, on voyait que la moto était un petit peu en difficulté. On sentait qu'avec les pneus, c'était peut-être pas forcément évident, parce qu'on voyait sur la caméra arrière, notamment, qu'il y avait assez tôt, qu'il y avait des morceaux de gomme qui s'enlevaient. Donc ça montre un pneu qui s'use. Et puis ensuite, il a fait le job. Il fait le job, il prend la deuxième place. Bon, dommage, pas encore de victoire pour Johan Zarco. C'est vrai que sa dernière victoire, c'est 2016 en Moto 2. C'était du côté de Valence. Il l'attend en MotoGP, ça commence à être long. Mais là, il a fait vraiment le job. Et puis, ce qui est important aussi pour Johan, c'est qu'en ce début de saison, il est mieux que Martin. Martin fait beaucoup d'erreurs. Lui, il en fait beaucoup moins. Il marque quand même des points qui sont importants pour le championnat aussi indépendant pour son équipe. Qui vise encore le titre chez les indépendants. Et puis pour le championnat pilote, il est relancé. Alors certes, il est encore à 18 points des pilotes de tête, mais il est 5e au championnat, donc c'est vraiment bien. Et quand on voit que le championnat est assez lisible, que les résultats sont assez différents d'une course à l'autre, eh bien c'est plus que rassurant pour Johan Zarco. Et puis ça montre que la Ducati est performante, même dans des conditions difficiles, et surtout qu'il est à l'aise sur cette Ducati. Donc là aussi, c'est une grande satisfaction pour Johan Zarco, mais vraiment un bon week-end du pilote français. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a fait Johan, et puis je le trouvais très détendu, vraiment à l'aise. C'est quand même une piste où l'année dernière, il était tombé en début de course, pardon, pas en début de course. Sur la course du début de saison, il était tombé en fin de course alors qu'il était deuxième. Donc c'est vrai que j'avais quand même une petite peur en fin de Grand Prix en me disant est-ce qu'il va pas refaire la même erreur? Pas du tout. Il a été serein malgré le fait qu'il y avait Espargaro qui revenait fort en fin de course. Il a bien géré sa course, donc vraiment bravo Monsieur Zarco. Je termine avec Tech 3. Pas un week-end facile pour Tech 3 en qualif. Le meilleur c'est Rémi Garner, je crois. Voilà, en qualif sur la grille de départ, qui était le meilleur chez Tech 3? Moi j'ai Rémi Garner, donc oui j'irai Rémi Garner. En course c'était pas simple aussi pour l'équipe, pour le pilote australien. Mais c'était pas un week-end pour des nouveaux pilotes, c'était pas un week-end pour une équipe qui est un petit peu en difficulté, on va dire.
en difficulté avec des pilotes qui sont peu expérimentés, donc c'était pas le week-end idéal. Rémi Gardner prône 14e place quand même sur le Grand Prix, donc ça c'est plutôt satisfaisant. On a eu un Raúl Fernandez qui est tombé ce week-end. Bon voilà, petite contre-performance du côté de Raúl Fernandez, mais du côté de Rémi Gardner, il fait quand même le job, je trouve. Alors oui, c'était pas un week-end facile, c'était un week-end loin d'être évident pour l'équipe Tech 3, mais encore une fois, ce qui est tout à fait normal quand on a des pilotes qui sont dans leur première saison en MotoGP, qui sont inexpérimentés. On a eu toutes les conditions possibles sur ce Grand Prix, donc c'était pas forcément très évident pour l'équipe française. On passe tout de suite au coureur au top. Du côté des pilotes au top, on commence tout de suite avec Miguel Oliveira, 5e place ce week-end. Alors, bien entendu, il profite des abandons de ses adversaires, mais ce week-end, c'est peut-être la première fois depuis 2 ans, depuis que Binder et Oliveira sont ensemble dans la même équipe, qu'on a eu un Oliveira et un Binder qui étaient avec des performances qui étaient similaires sur ce week-end. Alors, sauf en course, où là il y a une différence qui est un peu grande entre les deux pilotes, mais je dirais qu'en qualification, Oliveira est juste devant Brad Binder, et en course, la différence était un peu plus marquée entre les deux, vu que Binder abandonne, mais même sur le début de course, il y avait quand même un écart de performance entre les deux. Mais Miguel Oliveira prend la 5e place, et donc c'est intéressant que les deux pilotes arrivent à avoir un niveau de performance proche, parce que c'est ce qui a été pour moi le gros problème entre les deux, c'est d'avoir un pilote qui performe, et puis ensuite c'est l'autre qui performe, et puis bon, c'était quand même plus souvent l'année dernière Brad Binder qui performait que Miguel Oliveira, mais il y avait des différences, et là j'ai l'impression qu'ils ont enfin trouvé un compromis qui convienne aux deux pilotes. Et puis ensuite, Miguel Oliveira, il fait aussi une belle remontée en course, parce que c'était pas forcément évident pour lui. Alors il profite aussi des abandons, mais il finit bien le Grand Prix. Son rythme était vraiment pas mal en fin de course. Parce que je regardais un petit peu Miguel Oliveira, parce que devant la course était jouée sur les 5 derniers tours, donc je regardais un petit peu derrière, et je trouvais que Miguel Oliveira, il y avait vraiment un bon rythme, le niveau de la KTM était vraiment bien. Sur un circuit, on rappelle que la première fois on a été au Portugal, c'était une KTM et c'était Miguel qui s'était imposé, donc c'est un circuit qui lui convient bien, bien entendu à domicile. Mais c'est intéressant parce que son début de saison n'est pas incroyable, ça c'est clair et net, mais il a quand même pris une victoire. Là, il prend une 5e place. S'il arrive à trouver désormais la régularité, c'est ce qui lui manque à Miguel Oliveira depuis le début depuis 2 ans, c'est la régularité. S'il commence à enchaîner peut-être quelques résultats qui peuvent lui faire du bien, eh bien ça peut être vraiment bien pour Miguel Oliveira, ça peut vraiment être intéressant pour le pilote portugais s'il arrive à enchaîner les résultats. C'est ce qu'on attend de toute manière de lui chez KTM, donc là voilà, il se rapproche de son équipier au championnat du monde, c'est pas plus mal aussi. Je poursuis avec les pilotes au top. Deuxième pilote au top, c'est Alex Espargaro. Encore un podium pour Alex, c'est presque le pilote qui fait le meilleur début de saison, je dirais, une seule fois en dehors du top 10. Il est 3e du championnat du monde, Alex Espargaro, avec l'Aprilia. Ça s'est très bien passé, encore une fois, ce week-end. L'Aprilia marche très bien, la moto est très agile, la moto performe bien. Viñales fait également une 10e place, donc Viñales aussi commence à vraiment progresser sur la moto. Et puis même... le petit Savadori en qualification était pas mal. Ensuite en course ça a été un peu plus compliqué, le pilote d'essai. Donc c'est un week-end qui est vraiment rassurant pour Aprilia. C'était un circuit où il faut quand même de la puissance moteur. On a vu, ça marchait bien du côté de l'Aprilia. C'est une moto, il faut avoir une moto qui soit vraiment très performante, très homogène. Là aussi, ça marche bien pour l'Aprilia. Et puis Alex Espargaro, depuis le début de saison, il fait pas d'erreur.
il fait pas d'erreur depuis le début de saison en course, hein. Il marque les points, il tente de prendre le maximum de points à chaque fois. Là, il revient quand même très fort sur Johann Zarco en fin de course. Donc c'est vraiment du bon boulot que fait Alex Espargaro sur l'Aprilia. Au bout de 5 Grands Prix à être 3e du championnat du monde, je pense qu'en pré-saison, c'était pas vraiment à quoi il s'attendait. Il s'attendait à être dans le top 10, mais pas à être 3e du championnat du monde. Il profite aussi de cette hiérarchie qui est pour le moment difficile à déterminer, mais le début de saison de Alex Espargaro est très très bon. Et puis voilà, le match pour le titre est toujours là. L'équipe arrive à prendre des points aussi. Donc voilà, il y a vraiment des résultats qui sont très satisfaisants pour Aprilia et pour Alex Espargaro. Puis je termine avec Alex Marquez. Je dis rarement des compliments sur Alex Marquez, mais là il a fait un bon week-end. Ça sera peut-être la seule fois de l'année où je dirais ça, donc j'en profite. 7e de la course. Alors, qu'il soit performant quand les conditions sont mixtes. Il a toujours été bon dans ce genre de conditions, dans les conditions humides, dans les conditions où l'adhérence est précaire. Il a, sur le week-end un peu particulier, on se souvient au Mans, c'est un pilote qui sait être performant dans ce genre de conditions. Ça, c'est pas une surprise. Bon, voilà, il aime la pluie. Même en Moto 2, il arrivait plutôt à être performant dans ce genre de situation. Ce qui est intéressant pour Alex Marquez sur ce week-end de compétition, ce qui est très satisfaisant même, c'est que le début du week-end se passe sous la pluie, mais la course se passe sur le sec, et son début de course à Alex Marquez, il est très bon. Alors ensuite, il fait un petit peu bouchon, c'est vrai, hein, Banaya, Marc Marquez, Paul Espargaro se sont retrouvés derrière lui et ont du mal à le dépasser. Mais il finit quand même 2e pilote Honda, à 20 millième de Marc Marquez qui a réussi à trouver la solution en toute fin de course. C'est très intéressant pour le pilote espagnol, parce que voilà, il trouve la solution peut-être, qu'il a peut-être compris enfin quelque chose sur cette Honda, mais sur le sec, il avait vraiment un bon rythme. C'est dommage pour Alex Marquez, c'est qu'on aimerait plus de régularité pour Alex Marquez. Ça c'est clair et net. Il est capable d'être performant, mais sur 1, 2, 3 courses dans l'année. Moi j'espère qu'il fasse ça beaucoup plus régulièrement. Alors j'espère peut-être que ce Grand Prix du Portugal va débloquer quelque chose pour cette saison 2022 pour le frère de Marc qui a failli finir devant Marc Marquez, ce qui est quand même pas une mince affaire. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier flop de ce week-end, la VR46. C'est con parce que du côté de la BR46, que ça soit Bezzecchi et Marini, je pensais qu'on avait fait le plus dur en qualification. Il se qualifie 6 et 8, avec encore un Marini devancé par Bezzecchi. Bezzecchi qui en ce moment arrive assez régulièrement à devancer son équipier Luca Marini, alors que Bezzecchi est un pilote débutant et que Marini est un pilote qui a quand même déjà une saison dans les pattes en MotoGP. Mais pendant le Grand Prix, ça a été beaucoup plus compliqué. Ils font 12 et 15, donc c'est-à-dire que Bezzecchi perd 9 places, que Luca Marini en perd 4. C'est les rares pilotes qui perdent des positions. Je rappelle qu'ils perdent des positions alors qu'il y a des abandons devant, dans les pilotes du top 10. Donc c'est une déception pour moi du côté de ces deux pilotes. C'est dommage parce qu'on a revu Valentino Rossi ce week-end. Il était dans les paddocks, peut-être en test parce qu'on sait que Portimao, parfois on a des GT qui vont à Portimao. J'ai vu sa première course même en GT3, c'était du côté d'Imola. Pas mal, un bon coup de volant. Bon, après, il est avec WRT, avec Audi WRT dans cette catégorie, ce qui est plutôt l'équipe phare, on va dire, du GT3, mais il s'en est très très bien sorti. On revient à la moto, c'est dommage de perdre autant de temps de position. Il y avait vraiment un grand coup à jouer quand tu vois ce que fait Alex Marquez, quand tu vois ce que fait même Alex Rins pendant le Grand Prix où il remonte énormément de pilotes. Tu te dis qu'il y avait quand même un grand coup à jouer pour les deux Ducati. Et puis ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à prendre le rythme. Ils ont un début de course qui est vraiment pas bon. Ils perdent beaucoup de positions dès le départ. Au bout de 4-5 tours de course, bon, les deux étaient déjà au-delà de la 15e place. Ensuite, ils profitent des abandons, des pilotes qui les avaient dépassés.
Mais c'est un maigre butin par rapport à la situation en qualification, vu que Marini fait 12, Bezzecchi fait 15. Et puis surtout l'écart, Marini est à 30 secondes, Bezzecchi est à 46 secondes, à 6 secondes de la 14e place, et Nakagami est 3 secondes derrière, alors que Nakagami a eu un accident pendant le Grand Prix. On peut même avoir des inquiétudes rapidement sur Nakagami, parce que je rappelle qu'il est un peu mis sous pression, surtout qu'on attend à ce que Ai Ogura monte en MotoGP l'année prochaine et que Ai Ogura lui pique peut-être sa moto, parce que il semblerait que Lucio Cecchinello il soit plus trop convaincu par le talent du japonais. Du côté de la VR46, le butin est maigre, et pour le championnat des indépendants, pour le championnat pilote, même pour Marini et Bezzecchi, c'est frustrant, parce que là encore une fois, il y avait la possibilité de faire un grand résultat, de faire un beau top 10, ce qui aurait permis peut-être à Luca Marini d'amasser des gros points. Après, Luca Marini, c'est assez surprenant parce que c'est plutôt un pilote qui est très bon dans les conditions mixtes. Mais dommage pour lui, le Grand Prix s'est déroulé sur le sec. Il aurait peut-être voulu que le Grand Prix se déroule sur une piste qui s'asséchait, parce qu'il est souvent très bon dans ce genre de conditions. Deuxième pilote flop, c'est Jorge Martin. Du côté de Jorge Martin, encore un abandon. Ça commence à faire un peu beaucoup pour le pilote espagnol en ce début de saison, qui n'est que Jorge Martin. Il est loin, que je le retrouve. Il est 13e au championnat du monde, alors avec une deuxième place en Argentine, 8e au Grand Prix des Amériques, mais déjà 3 abandons pour le pilote espagnol. Alors il faut rappeler qu'au Qatar, c'est Miller qui l'embarque, mais ça fait quand même beaucoup d'abandons en ce début de saison pour le pilote espagnol, et surtout il se prend un petit peu un éclat par rapport à Johan Zarco. Alors je vais me répéter un truc que j'avais dit l'année dernière. Jorge Martin, on sait qu'il est rapide, on connaît sa pointe de vitesse. Maintenant, il faut vraiment qu'il travaille sur la régularité et sur le rythme de course, parce que c'est un pilote qui est capable d'être rapide sur un tour, mais qui a du mal à avoir un grand rythme sur certains circuits. Un grand rythme de course. Des fois, il y a des grosses différences entre son rythme de qualification et son rythme de course. Alors parfois non, et normalement quand il est dans ce genre de situation, il gagne, ou il monte sur le podium. Mais à l'inverse, parfois, vous avez des grosses différences entre son rythme de qualification et son rythme de course. Là, c'était le cas quand même sur ce Grand Prix du Portugal, parce qu'il fait lui aussi pas un bon début de Grand Prix, et puis ensuite il force il perd l'avant de sa moto. C'est une déception pour Jorge Martin, et puis forcément, quand on a abandonné 3 fois en 5 courses, on se pose des questions, et il va falloir rebondir très vite pour le pilote espagnol du côté de Jerez à domicile, parce que sinon, s'il a encore un mauvais résultat à Jerez, la spirale négative, elle arrive vite en sport mécanique, donc il faudra qu'il se méfie fortement, le pilote espagnol. Dernier pilote flop de ce week-end de course, j'ai mis Franco Morbidelli. Toujours pas de rythme, Morbidelli, 13e ce week-end, 13e mais loin de son équipier, parce que il est 13e Morbidelli à 33 secondes de son équipier, et en qualification l'écart est encore plus gros, parce que Morbidelli finit à 8 secondes. Alors je rappelle aussi que la piste s'asséchait, mais il n'a jamais été en mesure pendant tout le week-end d'aller chercher Fabio Quartararo. Ça fait quand même 2 courses compliquées pour Morbidelli. Il joue gros quand même cette année. Il y a des pilotes qui ont été virés pour moins que ça, au niveau des résultats, j'entends bien, pour des résultats moins bons que ça. Pour des résultats qui étaient meilleurs que ça, pardon. Plutôt, on va réussir à faire une phrase en français. C'est-à-dire que Vignales, il finissait pas quand même toutes les courses 13e, 15e. Il arrivait parfois à être dans le top 10. Là, il y a un vrai problème de rythme pour Morbidelli. Alors, est-ce qu'il va falloir changer ? Parce que ça va avoir aussi un impact sur le championnat constructeur et le championnat par équipe. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre Dovizioso sur cette moto-là ? Est-ce qu'il a un problème avec l'équipe technique, Morbidelli ? Parce que j'ai envie de dire que ça fait depuis qu'il est chez Yamaha officiel qu'il n'a pas de rythme. Est-ce que c'est les restes de sa blessure ? Parce que je rappelle qu'il est arrivé après être blessé, Morbidelli, qu'il aurait encore des douleurs au genou.
bah, il va falloir trouver la solution parce que on va pas pouvoir continuer chez Yamaha à avoir 2 pilotes avec des niveaux aussi différents. Ça va gêner au niveau du développement de la moto. Et surtout, Yamaha peut pas se permettre d'avoir un pilote qui a du mal à rentrer dans le top 15 à la régulière. Enfin, à un moment, il va falloir se poser les bonnes questions. Et Morbidelli, moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète fortement parce qu'il est un peu nulle part en termes de résultats pour le moment. On passe au classement, aux différents classements. On commence par le classement pilote. Vous l'avez à l'écran avec Fabio Quartararo en tête du championnat du monde de pilote à égalité avec Alex Rins, 69 points à tous les deux. Mais Rins n'a pas de victoire alors que Quartararo a une victoire. On retrouve ensuite Alex Espargaro avec 66 points. On a ensuite Enea Bastianini qui n'a pas marqué de points ce week-end compliqué pour le pilote Gresini 4e, Zarco 5e avec 51 points, puis on retrouve ensuite Johan Mir, Brad Binder, Miguel Oliveira, Jack Miller, Francesco Bagnaia qui est 10e et qui a du mal à faire mieux que 5e, là encore, un week-end un petit peu dans l'anonymat pour Francesco Bagnaia. Du côté du classement des débutants, Bezzecchi est en tête avec 8 points, mais c'est encore très serré, il est juste devant Darren Binder, Amy Gardner, Raúl Fernandez, Fabio Di Gianantonio, et puis Marc Marquez est encore en dehors du top 10, pareil pour Jorge Martin. J'ai oublié de préciser que Raúl Fernandez n'avait pas pris part au Grand Prix. C'est vrai parce qu'il est tombé en qualification, il n'a pas pu prendre part au Grand Prix, et je crois que même en qualification, il n'a pas de tour chrono. C'est pour ça que je ne le trouvais pas dans le classement. Du côté du classement constructeur, Ducati est en tête avec 106 points, c'est-à-dire 36 points d'avance sur KTM et sur Suzuki qui sont à égalité 2e. On a Yamaha qui est 4e, Aprilia 5e à 67 points et Honda 6e. Et l'écart commence à être important, 23 points avec Aprilia. Il va falloir relancer la machine. Du côté du classement par équipe, c'est Suzuki qui est toujours en tête malgré l'abandon de Johan Mir, les deux pilotes qui arrivent à la régulière à être tout le temps dans le top 8. On a ensuite Aprilia, Yamaha. Le match est assez serré entre Aprilia, Yamaha et Red Bull. Première équipe indépendante, c'est Pramac avec 79 points. Qui a une avance de 18 points sur Gresini dans ce classement. On retrouve ensuite Ducati 6e, Gresini 7, Honda 8, LCR 9, la VR46 10e, l'équipe WeView Yamaha 11e et Tech 3 12e avec 3 points. Tous marqués grâce à Rémi Gardner. Quand Raúl Fernandez critiquait allègrement Rémi Gardner, au moment où on se parle après 5 Grands Prix, au niveau comptable, c'est Rémi Gardner qui permet à l'équipe d'éviter le 0 pointé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Prochain week-end de course, prochaine vidéo, ça sera du côté du Grand Prix d'Espagne. Ça sera le 1er mai, donc dans la semaine prochaine. On fera le débrief, je pense, lundi, parce qu'il n'y aura pas de Formule 1, lundi ou mardi pour le débrief de cette course. Et puis ensuite, ça sera le Grand Prix de France qui aura lieu du 13 au 15 mai. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!